Social selling. C'est pas évolutif en fait. Donc c'est-à-dire que si vous l'installez pour Google Ads, derrière, si vous commencez à faire de la publicité sur Facebook Ads, vous allez devoir refaire le travail avec les scripts cette fois-ci de Facebook Ads. Et du coup, c'est pas idéal. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Selling, le podcast 100% Facebook Ads présenté par l'agence J7 Media. Je suis votre animateur Antoine Dalmas et une fois n'est pas coutume, nous allons parler de tracking, d'attribution, d'agrégation et d'analyse de données aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que je suis avec un spécialiste du genre. Rémi Villepelet est avec moi sur Social Selling. Comment ça va, Rémi ? Ça va très bien, merci. Et toi ? Ça va super bien. Rémi, alors je t'introduis un peu, mais Rémi, c'est la première fois que vous l'entendez sur le podcast et pourtant il est chez J7 Media depuis un bout de temps et j'ai pensé qu'il était justement temps de l'inviter. Je tiens à préciser que cet épisode va être super technique. N'hésitez pas à l'arrêter, revenir en arrière, prendre des notes. Je sais qu'on a l'habitude de parler vraiment Facebook Ads sur le podcast, mais c'est une chance que d'avoir Rémi au micro et je pouvais pas la laisser passer. Les enjeux de tracking et d'attribution n'ont pas fini d'exister quand vous faites de la publicité en ligne. Mon objectif, après cet épisode, c'est vraiment que vous preniez en niveau sur le domaine. Car au cours de mon entretien avec Rémi, dont je parle à la troisième personne alors qu'il est avec moi en ce moment, je suis désolé, c'est que vous connaissiez toutes les méthodes de tracking en Facebook Ads. Donc Rémi, je me tourne vers toi tout d'abord. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton expérience dans le tracking et dans ce domaine ? Ouais, totalement. Alors moi, ça a clairement été la première tâche en fait que j'ai fait quand j'ai rejoint le monde du digital. Dans ma première agence de marketing en stage, c'est la première chose qu'on m'a donné à faire. Donc mettre des balises Google Analytics sur GTM, sur quasi tous les clics de boutons d'un site internet. J'avais aucune idée de ce que je faisais, ni de l'utilité de ce que ça faisait. Et après, j'ai eu l'occasion, en gérant des comptes publicitaires, moi à la base je faisais du media buying là-bas, de pouvoir installer des pixels et des conversions pour mes clients autrement que par les plugins standards. Et je suis vite devenu le gars qui met les pixels dans l'agence. Et j'ai développé cette expertise pour me concentrer uniquement sur ça depuis près d'1 an et demi maintenant. Maintenant, je m'occupe d'installations un peu plus complexes que juste un pixel, comme des tracking server-side, par exemple. Et d'ailleurs, du coup, mon expérience en tant que média buyer avant dans cette agence m'aide beaucoup, je trouve, dans l'installation de tracking, parce que du coup, je comprends vraiment l'utilité de ces pixels, du tracking, en fait, dans l'impact final des publicités. Tu as dit que tu étais devenu le gars qui met les pixels. À mon avis, on a dû beaucoup t'appeler dans ton ancienne agence. Tu devais être un peu le gars qui sauve des campagnes, non ? C'est ça, ouais. Moi, je gérais mes campagnes de mon côté et mes collègues étaient là. Ok, j'ai un problème avec mon pixel. Est-ce que tu veux pas regarder un Comme c'est bizarre. Donc, je suis vite devenu un petit peu le gourou de la data. Bah tant mieux. Là-bas. On a tous besoin d'un gars qui met les pixels à côté de nous, ça c'est clair. En t'écoutant parler, et je pense que les autres personnes qui nous écoutent en t'écoutant parler ont compris qu'il y avait pas mal de mots techniques qui commençaient à sortir un peu. Je te propose, avant de nous lancer dans justement toutes les techniques de tracking pour la publicité Facebook, j'aimerais bien qu'on définisse quelques termes techniques parce que ça va être important pour les plus néophytes de savoir de quoi on va parler. Je te propose de commencer tout simple, un premier, de nous définir un peu l'attribution. Ouais, totalement. Alors l'attribution, en fait, c'est la manière et la méthode dont une conversion va être attribuée à une annonce publicitaire. Donc en fait, l'idée du tracking, ça va être de pouvoir s'assurer que nos campagnes, elles génèrent des conversions, un achat par exemple, et qu'elles soient rentables. Donc du coup, l'attribution, ça va être le fait de rattacher une conversion à une publicité, en fait. Exactement. C'est pour cette raison que vous suivez les conversions qui sont attribuées à vos campagnes. On va parler ensuite d'agrégation. Ouais. Alors, l'agrégation, c'est le fait de rassembler plusieurs données à un seul endroit afin de produire une sorte de résumé, en fait. Donc, par exemple, l'utilisation de Google Analytics 4. On va faire de l'agrégation, on va rassembler plein de données dans Google Analytics 4 et ensuite on va pouvoir les lire et interpréter ces données, par exemple obtenir un taux de conversion global, par exemple. D'accord. Ensuite, un pixel, parce qu'on en parle sans arrêt, mais on l'a jamais défini sur le podcast, c'est vrai. Ouais. Alors le pixel, c'est le nom, tout simplement, que Facebook a donné à sa balise de conversion au départ. Il y a une petite histoire derrière ça, pourquoi ça a porté ce nom, mais on va pas rentrer là-dedans parce que c'est un peu long et ça apporte pas trop de valeur à notre podcast. Mais un pixel, en fait, faut voir ça comme une balise de conversion. Beaucoup de plateformes ont repris ce nom, en fait. Mais voilà, faut se dire que c'est une balise de conversion. Et c'est quoi du coup une balise de conversion ? Ouais, alors du coup, si je dois expliquer ce que c'est une balise de conversion, c'est en gros
un morceau de code qui va se déclencher quand quelqu'un fait une action sur votre site web. Et du coup, on appelle ça une balise de conversion. Et en fait, cette balise, elle va remonter les données que vous voulez à une plateforme tierce comme Facebook ou Google, par exemple. Pour rentrer un peu dans le détail, une balise de conversion peut être postée lorsqu'une page s'affiche, ce qui pourrait déclencher un event page view sur Facebook, ou par exemple au moment du clic sur un bouton, comme tu as pu le faire au départ quand t'installais ça dans ta première agence. Et là, ça peut être justement un checkout, un add to cart, etc., etc. Je te propose de passer à une autre définition, l'API. Ouais, alors l'API, du coup, à la base, c'est une méthode pour connecter deux logiciels et leur permettre de communiquer. Nous, dans le cas qui nous intéresse, on va parler du coup de l'API de conversion Facebook. Et je pense que beaucoup maintenant quand ils vont penser API, vont dire OK, API de conversion Facebook. Pour l'API de conversion Facebook, c'est une manière de faire remonter des événements de conversion comme le pixel, mais via un serveur en fait. Donc c'est une méthode qui est complémentaire au pixel, qui est un peu compliqué à expliquer car assez technique, mais du coup c'est ce qu'on va appeler le tracking server-side côté serveur de Meta en fait. Donc ça va être complémentaire à ton pixel. D'accord. Ensuite, un autre point qu'on utilise pas mal dans nos publicités Facebook, les UTM. Ouais, alors les UTM, c'est, je vais pas donner la signification des lettres, elles ont une signification, mais c'est un peu compliqué. J'ai jamais du mal à, ouais, j'ai toujours du mal à m'en rappeler. Mais en gros, un UTM, c'est un morceau rajouté à un URL à la fin, qui est souvent composé de 3 paramètres. Et du coup, ce morceau de code rajouté à votre URL, on va les personnaliser en fonction de la source de trafic, afin de permettre en fait à des outils comme Google Analytics d'interpréter la source du trafic avec plus de détails. Je vais vous donner un exemple pour avoir un petit peu plus de contexte. Vous mettez un lien vers votre site web ou une page de vente dans un email d'une newsletter. Vous allez donc rajouter en fait des paramètres d'UTM derrière votre URL pour indiquer en fait à Google que le trafic provient de votre email Mailchimp et de cette campagne en particulier. Par exemple, votre campagne de Black Friday 2022, par exemple. Si les gens achètent ensuite, les ventes, elles vont être attribuées à cette source de trafic parce que Google, il va garder un petit peu en mémoire dans les cookies le fait que le trafic vient de la campagne d'emailing du Black Friday 2022, par exemple. Et du coup, vous allez pouvoir voir la rentabilité en fait de votre email directement dans Google Analytics. Effectivement. Et ça marche aussi avec la publicité Facebook. Lorsque vous concevez une campagne et que vous arrivez jusqu'à la publicité, que vous êtes en train de rajouter l'URL, le copy, le créatif de votre publicité, lorsque vous descendez tout en bas de cet onglet, vous allez trouver un champ que vous pouvez remplir et ce sont les UTM, dont vous pouvez rajouter le nom de la campagne, le nom de votre audience et tout ce que vous voulez, en fait, même le type de créatif que vous utilisez pour qu'ensuite derrière, on en parlera plus tard, que vous puissiez justement analyser quelle est la publicité qui a fonctionné, quel est le type de publicité qui a fonctionné, si vous l'avez évidemment renseigné auparavant grâce à vos UTM. On termine avec un dernier terme technique, c'est le data layer. Ouais, alors celui-là, il est un petit peu colossal, il fait un peu peur, mais au final, moi, c'est un terme que j'utilise maintenant tous les jours, en fait. C'est un terme qui est assez technique à expliquer, mais un bon tracking, en fait, ça repose sur un bon data layer. Donc, en fait, le data layer, c'est un script de code, JavaScript, qui va être déclenché lors d'une action, l'envoi d'un formulaire, par exemple, et on va pouvoir envoyer, en fait, des valeurs qui sont dynamiques. Donc là, pareil, je vais vous donner des exemples pour vous imager un petit peu. Ces valeurs, ensuite, elles vont être accessibles avec des outils comme Google Tag Manager, par exemple. Et on va pouvoir se baser, en fait, sur ce data layer et ces valeurs dynamiques pour déclencher nos balises de conversion, et envoyer, du coup, ces valeurs dynamiques à Google et Facebook. Donc, l'exemple que j'ai pour vous, c'est vous vendez un coaching, un de 30 minutes, un d'1 heure et un de 2 minutes. Pour acheter ce coaching, le client, il va devoir, par exemple, remplir un formulaire qui nous demande d'où on vient, d'où est-ce qu'on a entendu parler de ce coaching, par exemple, le bouche à oreille, la publicité, les réseaux sociaux. Et à la fin du formulaire, pour l'envoyer, on va devoir procéder à un paiement. Okay ? Donc, du coup, une fois que le formulaire va être envoyé, on va déclencher ce qu'on appelle ce data layer avec dedans le nom du formulaire, coaching 1 heure, par exemple, d'où on vient. Donc, la personne, elle aura sélectionné, par exemple, publicité. Et aussi le prix qui a été payé pour ce coaching. On imagine que le coaching de 30 minutes coûte moins cher, etc. Et en fait, on va envoyer ces données et on va pouvoir, derrière, nous récupérer ces données, les envoyer dynamiquement, en fait, aux différentes régies, afin d'avoir plus de contexte, en fait, sur l'action qui a été réalisée. D'accord, parfait. Bon, maintenant qu'on a cadré les éléments techniques de notre discussion, passons au sujet principal. Rémi, tu es un annonceur en Facebook Ads.
on va partir sur un e-commerce parce qu'il y a la notion aussi de retour sur investissement qu'on retrouve pas nécessairement ou immédiatement chez les annonceurs lead gen. Quelles sont les solutions qui existent pour traquer et agréger les données de Facebook Ads? Ouais. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du plus simple au plus complexe. Et du coup, il y a la première option, ça va être votre plateforme d'e-commerce. Elle a une intégration partenaire officielle, on va appeler ça. Et du coup, c'est souvent la plus simple à mettre en place parce que ces intégrations partenaires, elles vont la plupart du temps vous demander l'ID de votre pixel, de le copier-coller et d'enregistrer. Et voilà. Du coup, ça, c'est cool parce que c'est simple et rapide à mettre en place et surtout, c'est gratuit. Et quand ça fonctionne, c'est parfait. Mais quand c'est pas le cas, c'est là où ça devient compliqué parce que c'est quasi impossible à diagnostiquer la source du problème. Et parce qu'en fait, ces choses-là, ce sont des vraies boîtes noires. En fait, c'est mis dans le CMS, mais on sait pas trop comment ça fonctionne. En plus, ces intégrations, elles fonctionnent bien si votre site web respecte la structure basique, en fait, du CMS en question. Par exemple, un Shopify qui va être rempli de plugins et de thèmes custom, ça va sûrement l'empêcher, en fait, de fonctionner, cette intégration. Il y a le cas aussi des WooCommerce. On va avoir souvent des WooCommerce très classiques. Si on vient modifier et customiser énormément son WooCommerce, les intégrations ne vont pas forcément fonctionner. Enfin, le dernier problème de cette solution, c'est que le support technique pour cette solution, donc pour vous apporter de l'aide quand vous avez un problème, ce sera soit celui du CMS en question, donc Shopify par exemple, soit celui de Facebook. Et souvent, le problème, quasi sans faute, ça va être que ces différents supports, ils vont se relancer la balle et dire c'est pas notre faute, c'est une intégration de Facebook, faut leur parler. Et Facebook va dire, OK, oui, mais c'est sur Shopify, donc c'est avec eux qu'il faut voir le souci. J'ouvre juste une parenthèse. Tu as mentionné le terme CMS. Le CMS, du coup, ça va être entre guillemets, le logiciel qu'on va utiliser pour vendre. Donc, par exemple, le Shopify, WordPress, BigCommerce, etc. PrestaShop, ouais, okay. Autant pour moi. Non, pas de problème. Tu peux continuer, vas-y. OK. Donc après, l'option 2, ça va être d'utiliser un plugin payant. Donc ça va ressembler un petit peu au fait d'utiliser une intégration partenaire. C'est juste que ces plugins, souvent, ils offrent en général plus de fonctionnalités et une fiabilité qui va être améliorée en fait. Un qui est très connu sur Shopify, et ça va être Elevar. Ils ont la rapidité et la facilité de mise en place de l'option 1, mais du coup leur support il est beaucoup plus compétent et efficace. Parce que Elevar, par exemple, ils ont un background en fait de tracking. Mais du coup, les points faibles de cette chose-là, ça reste quand même la difficulté de diagnostic de manière autonome en cas de problème. Et aussi le prix, forcément, parce que la plupart de ces plugins, ils sont assez chers et mensuels en plus. Donc, sur le long terme, ça revient un peu cher. Et aussi, le dernier problème, c'est qu'ils sont aussi leur flexibilité de tracking, en fait, elle va être réduite aussi à des sites qui sont basiques. Là, de la même manière que les intégrations, si vous avez un site très custom, ces plugins-là, ils vont être développés pour un site classique, quoi. Donc, du coup, ça risque de ne pas marcher. Dans la grande majorité des shops, on n'a pas des shops custom, donc en général, ces plugins, ça fonctionne relativement bien, quoi. Du coup, la troisième option, si jamais, par exemple, vous avez un site custom, ça va être justement de mettre en place une implémentation qu'on va appeler custom ou à la carte grâce à Google Tag Manager. Donc cette option, elle est plus technique et plus chronophage forcément, mais par contre le gros avantage qu'elle a, c'est qu'elle est 100% diagnosticable. On peut littéralement parcourir son site en temps réel en fait et regarder les balises qui se déclenchent ou qui se déclenchent pas. Et si elles ne se déclenchent pas, voir la raison en fait de ce non déclenchement et le fixer en fait. L'avantage aussi, c'est qu'elle est beaucoup plus flexible parce qu'on va avoir énormément de manières en fait de déclencher nos balises pour l'envoi des événements. Le gros point négatif, par contre, de ça, c'est que pour une installation qui est robuste, on aura très souvent besoin de ce fameux data layer dont on a parlé avant. Et ça, c'est un petit peu compliqué pour l'obtenir parfois. Pour l'avoir, on va avoir en général deux options, ou je dirais trois. La première, c'est que votre CMS, du coup, fournit déjà ce data layer par défaut. Mais ça, c'est très peu souvent. Et du coup, l'autre option, ça va être tout simplement qu'un développeur l'installe sur votre site web de manière en dur dans le code, quoi. Mais en général, ça va coûter un peu cher parce qu'il faut compter 3 à 4 jours de travail. Donc c'est un petit peu de boulot. Mais du coup, l'autre méthode, ça va être encore une fois d'utiliser des plugins. Donc là, en général, à court terme, c'est plus simple parce que c'est plus rapide. Mais on retrouve le même problème en fait que les autres plugins d'avant, c'est que si vous avez un site web qui est pas juste un e-commerce classique et que vous avez des petites nuances, il y a certains événements qui vont pas pouvoir être suivis. Donc pour moi, la méthode la plus robuste pour avoir ce data layer, ça va quand même être de faire bosser un développeur dessus, comme ça vous avez un truc qui est custom, et sur le long terme, ça vous coûtera quand même moins cher.
À tous les auditeurs du podcast Social Selling, j'ai une question pour vous. Aujourd'hui, est-ce que vos campagnes Facebook Ads fonctionnent à la hauteur de vos attentes? Est-ce que malgré les tests que vous faites, vous blâmez encore iOS 14 pour vos résultats à la baisse? Dans la dernière année, chez J7 Media, on a redoublé d'efforts dans nos tests et on sent une nette amélioration avec les campagnes de l'ensemble de nos clients. En plus de campagnes Facebook Ads, on a également amené à notre agence des services en publicité Google afin d'intégrer une approche multicanale à notre stratégie. Un département email marketing possédant la certification Platinum offerte aux agences premium chez Klaviyo. Un studio vidéo orienté sur la création de contenu natif et plusieurs autres services vous permettant d'accélérer votre croissance. Donc, si vous désirez un nouveau partenaire pour terminer l'année en force, on vous invite à vous rendre au www.j7media.com/social selling. Donc, je le répète, J, le chiffre 7, média au singulier.com, SOCIALSELLING, ou encore écrivez-moi directement en privé sur LinkedIn. Et je me ferai le plaisir de personnellement discuter avec vous afin de savoir comment on peut vous bâtir sur mesure une analyse de vos efforts actuels. De retour à l'épisode en cours. Il y a un point qui est intéressant, j'ai déjà mis un peu les mains dans Google Tag Manager. Du coup, tu appliques des codes et ensuite, depuis Google Tag Manager, tu changes ce qu'il y a à l'intérieur des codes, entre guillemets. Et ce que j'ai trouvé super intelligent, c'est que tu peux créer des versions. C'est-à-dire que pour l'instant, tu as besoin peut-être que de tracking Google et Facebook, mais peut-être que demain, tu veux mettre le tracking aussi TikTok. Eh bien, tu crées une nouvelle version. Et si jamais il y a un problème, tu peux revenir à l'ancienne version où tu sais que ça fonctionnait très bien. T'as ce côté, tu sais, tu peux passer de version en version et revenir en arrière si jamais il y a un problème. Ouais, totalement. C'est un petit peu le même principe que les sites web. Quand on va faire un changement, on va faire ce qu'ils appellent une sauvegarde, un backup, en fait. Et s'il y a un problème, hop, on revient à la version suivante et on recommence, quoi. On refait une installation plus propre. Ok, parfait. Prochaine option. Ouais, du coup, l'option 4, ça va être d'utiliser ce qu'on appelle un logiciel de tracking third party, donc partie tierce, en fait. Et en fait, ça passe par des outils comme Triple Whale. Je pense que beaucoup qui écoutent ce podcast en ont déjà entendu parler. Et en fait, ces logiciels de tracking tiers, ils vont essayer d'avoir une vue d'ensemble qui est plus globale en fait sur le trafic et sur l'attribution des conversions aux campagnes. En installant Triple Whale, par exemple, c'est eux qui se chargent d'installer leur pixel. Le triple pixel, ils l'appellent. Et on doit ensuite utiliser des UTM dans les campagnes publicitaires sur Google, Facebook, etc. selon leurs recommandations, parce que si on respecte pas leur formatage d'UTM, eh ben ça ne fonctionne pas. Et on est obligé le souci de ça pour moi, c'est qu'on est obligé un peu de faire confiance aveuglément à l'outil, car c'est un petit peu pareil. C'est comme les plugins, c'est un peu une boîte noire. S'il y a un problème, c'est un peu difficile de trouver d'où ça vient. Et du coup, la dernière option, c'est de demander tout simplement à un développeur d'installer directement dans le code tous les scripts de tracking pour chaque conversion. Mais pour ça, moi, je trouve que c'est un peu compliqué parce que, de un, ça requiert un développeur. C'est pas vraiment diagnosticable dans le sens où si on a une balise qui ne fonctionne pas, vous allez devoir demander en fait à votre développeur de dire ok, pourquoi la donnée ne remonte pas, et c'est pas forcément évident, et c'est long à mettre en place aussi. Et dernièrement, c'est pas évolutif en fait. Donc c'est-à-dire que si vous l'installez pour Google Ads, derrière, si vous commencez à faire de la publicité sur Facebook Ads, vous allez devoir refaire le travail avec les scripts cette fois-ci de Facebook Ads, et du coup c'est pas idéal. Alors que tandis que sur GTM par exemple, une fois que vous avez mis le tracking en place pour une régie, ensuite derrière pour mettre en place le tracking pour les autres régies, ce sera beaucoup plus rapide. Donc l'idée pour un annonceur, s'il est sur une plateforme très connue, genre Shopify, serait de trouver son triple whale, et s'il ne veut pas perdre de temps évidemment, mais s'il est sur une plateforme plus custom, par exemple WordPress, où tu rajoutes plein de plugins, tu le changes un peu à ta sauce, et qu'il veut un peu plus de précision, ou qu'il veut plus de précision et qu'il soit sur Shopify, ça serait de passer par une intégration plus manuelle avec l'option notamment du Google Tag Manager qui évolue parfaitement avec les nouvelles plateformes, les nouvelles les nouveaux leviers d'acquisition. Est-ce que c'est un peu la synthèse? Ouais, c'est ça. Après, il faut garder à l'esprit aussi que même pour un site très simple et très basique et classique, on va pouvoir mettre un tracking via GTM. C'est juste que des fois, vu que c'est plus long à mettre en place et que c'est un peu plus coûteux, faut vraiment mesurer en fait la valeur que ça apporte pour un shop qui est très classique et très simple. Typiquement, si demain tu me dis mon shop fait une vente tous les 2 jours,
je vais dire ça vaut peut-être pas le coup de faire ça à l'heure actuelle, quoi. D'accord. Je te pose aussi une question qui me vient en tête, mais tu travailles évidemment beaucoup avec le client de J7 Media, tu aides aussi les personnes dans l'académie, dans la J7 Academy. C'est quoi les erreurs de tracking que tu vois le plus souvent? Alors, les erreurs de tracking que je vois le plus souvent, ça va être alors la plus grosse, ça va être quand le client, par exemple, va installer un pixel avec l'intégration et après il va rajouter des événements avec, par exemple, l'outil d'event setup de Facebook, par exemple. En fait, ouais, un des plus gros problèmes pour moi, c'est de mettre des événements de conversion de plusieurs manières différentes, en fait, d'en avoir un peu sur GTM, un peu sur les plugins, un peu avec Facebook. Et ça, en fait, le problème, c'est que ça crée énormément de confusion. Et du coup, s'il y a un truc qui marche pas, c'est hyper dur à diagnostiquer. Ouais, voilà, parce que tu dois aller chercher sur plusieurs endroits différents, C'est ça, et en plus, tu as énormément de risques d'avoir des doublons, en fait, tout simplement. Ouais. Donc ça, c'est une des grosses erreurs. Et après, quand les gens utilisent GTM, souvent, ça va être tout simplement des erreurs, en fait, de configuration des déclencheurs. D'accord. Tout simplement. Et du coup, les conversions, les balises ne se déclenchent pas au bon moment ou de manière pas très stable. Donc ouais, ça va être ça les plus grosses erreurs pour moi. D'accord. Et autre question un petit peu plus large. On parle très souvent de la fin des cookies tiers que certains navigateurs ne prennent plus en compte déjà. Je pense à Firefox ou à Safari. Mais le plus gros, c'est évidemment Google Chrome qui a repoussé ce projet à 2024, qu'il avait déjà annoncé pour fin 2022, ensuite 2023, il me semble, et là, ça a été repoussé à 2024. Selon toi, pourquoi ça a été repoussé et qu'est-ce que la disparition du cookie tiers peut avoir comme conséquence chez les annonceurs encore adeptes du pixel seulement? Ouais, alors ça, c'est un petit peu la pratique de Google de repousser un petit peu les choses. Parfait. On voit la fin d'Universal Analytics qui est configurée à juillet 2023. On n'est pas à l'abri qu'ils le repoussent encore, ça. Mais déjà, je pense une bonne chose, c'est de préciser ce que c'est un cookie tiers. Absolument. Pour ceux qui ne le savent pas. Donc en fait, il y a deux sortes de cookies. On va avoir les cookies first party et les cookies third party, donc cookies tiers. Les cookies first party, en fait, ça va être ceux qui vont être placés par le site web sur votre navigateur. Donc, par exemple, j'ajoute un produit au panier sur le site de Nike. Il y a un cookie qui va être placé et qui va faire en sorte que si vous revenez demain, par exemple, sur le site de Nike, sur le même navigateur avec le même PC, vous allez toujours avoir votre produit dans votre panier. Le cookie tiers, lui, il va être placé par une plateforme tierce, du coup, différente du site sur lequel vous naviguez. L'exemple de Facebook, par exemple, ça va être, ils vont placer un cookie, en fait, quand vous êtes sur Facebook. Et ce cookie, il va rester sur votre navigateur, peu importe le site sur lequel que vous visitez, en fait. Donc, du coup, vu que quasi tous les sites web ont un pixel Facebook, ces sites web-là vont remonter des données au pixel Facebook et du coup, Facebook va pouvoir vous suivre, entre guillemets, à travers tous les sites que vous naviguez. Et ça leur donne une meilleure idée, en fait, de ce que vous faites et ils peuvent vous ranger, en fait, dans une catégorie d'audience. Et du coup, la fin des cookies tiers qui est repoussée d'1 an sur le navigateur numéro 1, pour moi, ça indique qu'on va avoir un petit peu plus de temps pour passer d'un tracking uniquement client et même hybride à un tracking vraiment server-side où on a par exemple que l'API de conversion qui va traquer les conversions. Mais par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui, même sur Chrome, utilisent des logiciels d'adblock, en fait. C'est ça. Et même il y a de plus en plus de personnes qui utilisent d'autres navigateurs que Chrome, comme Brave, Firefox, Safari, comme tu l'as dit. Et ces navigateurs-là, ils vont bloquer les cookies tiers, en fait. Et même les adblocks, les adblocks, ça te bloque, en fait, aussi les cookies tiers. Et du coup, ça veut dire que ton pixel devient moins efficace, quoi. Dans tous les cas, pour moi, le suivi de conversion et l'attribution pour les campagnes publicitaires, il va devenir de plus en plus compliqué et de moins en moins précis. Donc en fait, pour moi, la bonne pratique, ça va être de vraiment déceler en fait des tendances par rapport aux données que vous arrivez à collecter. Admettons à cause de, du consentement et de la perte de données par rapport à ces cookies tiers. Si vous arrivez à récolter que 60%, admettons, des données par rapport à votre site web, ça va être de déceler en fait des tendances sur ces 60% de données et de les appliquer en fait au global de votre site web. Donc en fait, pour moi, la fin des cookies tiers qui est repoussé à 2024, pour moi, c'est juste que ça vous donne un peu plus de temps à vous adapter, à vous ajuster à la fin de ces cookies, quoi. Ok, écoute Rémi, c'est parfait. J'espère que les auditeurs auront appris des choses pendant cet épisode. Est-ce que tu as un dernier conseil à nous donner avant de rendre l'antenne? Ouais, alors un des conseils à vous donner, c'est vraiment essayer de voir votre tracking et de le centraliser, en fait, idéalement.
Par exemple, avec GTM, je prêche ma paroisse un petit peu. C'est plus simple à diagnostiquer. Ouais, c'est ça. C'est plus simple à diagnostiquer. C'est surtout que, en fait, idéalement, même si vous voulez utiliser des plugins ou des choses comme ça, essayez de vous contenter d'une seule méthode, en fait, idéalement. Comme ça, au moins, si vous avez un problème, vous savez plus facilement d'où ça vient. Et si vous voulez utiliser un plugin, n'utilisez que le plugin. Si jamais votre plugin n'arrive pas à traquer certaines choses, arrêtez d'utiliser le plugin et passez à une installation complètement Google Tag Manager. Et voilà. Et surtout, aussi, dernier conseil, c'est ne voyez pas le tracking comme une précision chirurgicale. En fait, c'est normal s'il y a des petits manquements, tant que ça dépasse pas un trop gros pourcentage. C'est ok en fait. Parfait. Faut le voir en fait comme une analyse globale en fait. Parfait. Et exactement. C'est d'ailleurs exactement ce qu'on mentionne à nos clients, c'est d'avoir une vision plus globale que juste se focaliser sur ce que dit Facebook. Merci encore Rémi. C'est tout pour aujourd'hui Social Selling. Je vous remercie ici d'avoir été avec nous et je vous demande si cet épisode vous a permis d'avancer, de mettre un commentaire, une note sur votre plateforme d'écoute. On travaille dur pour vous donner de la valeur gratuitement chez G7 Media via ce podcast. Ça me ferait extrêmement plaisir, et à Rémi aussi parce qu'il a beaucoup bossé, d'avoir des commentaires suite à cet épisode. Rien de plus à ajouter. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous au prochain Social Selling. Social selling. Social selling.